Bienvenue pour cette présentation rapide de la nouveau projet de règlement européen sur l'espace européen des données de santé. Vous avez en plus un timing parfait il est sorti juste hier, donc il est tout frais, tout chaud. Et donc voilà, vous avez le privilège de pouvoir bénéficier des premières aperçus plus en profondeur de ce quoi il contient. Je suis désolé que les slides soient en anglais, mais pour l'instant, je ne souhaite pas trop faire une sorte de pseudo-traduction en français, car la traduction officielle en français n'est pas encore sortie et je souhaite éviter de vous donner une terminologie française qui soit erronée par rapport à la terminologie officielle. Alors, première chose, c'est pourquoi il y a eu effectivement, pourquoi ce projet de règlement est sorti maintenant. Donc en fait, c'est lié quand même en termes d'historique, c'est lié à une opération en 2020 où la Commission européenne a détaillé cette stratégie européenne sur les données et à avoir un plan européen sur les espaces de données, y compris sur les espaces de données de santé. De plus, comme nous avons tous été conscients, il y a eu la pandémie de Covid-19 qui a clairement démontré l'importance d'avoir des services de santé et des données numériques de santé qui puissent transiter relativement facilement ou rapidement. Et ça a aussi accéléré la transition, la numérisation et l'utilisation d'outils digitaux dans le domaine de la santé. Et bien entendu, il y a aussi un succès européen qui a été le certificat Covid digital européen, qui a démontré l'intérêt de ce type de technologie protectrice efficace et protectrice de la vie privée des gens, et qui a permis de montrer aussi que l'Union européenne pouvait continuer à être un leader dans certains aspects dans le domaine de la donnée des santé et des données de santé digitale. Donc vraiment, l'objectif aussi là, en développant cet espace européen des données de santé, c'est de maintenir cet intérêt, maintenir cette volonté de développer cet aspect et d'arriver à un système cohérent au niveau européen. Alors, quels sont les challenges, quelles sont les difficultés qui ont été identifiées lorsque nous avons fait les différentes analyses qui supportent ce projet? Donc, la première chose qu'on s'est rendu compte, c'est que beaucoup de personnes se rendent compte, c'est qu'il est en fait assez difficile pour chacun d'entre nous d'accéder et de contrôler nos données de santé. Il y a pas forcément on a le carnet de santé, on a le carnet de vaccination, il y a pas forcément un lieu facile d'accès ou même sur son smartphone, où on peut avoir toutes ces informations faciles d'utilisation et après on peut aussi les partager, facilement avec son médecin. En parlant de médecins, eux aussi, ils ont des problèmes avec des compatibilités de formats, des radiographies dans un type de format que vous pouvez pas lire, des données qui sont éparpillées à droite et à gauche, donc ça peut être assez compliqué. Vous avez aussi pour les autorités de contrôle, les autorités de régulation, ceux qui font des politiques de santé publique, des difficultés à pouvoir accéder et visualiser les données de santé numériques qui sont disponibles et exploitables. Pour les personnes qui produisent des appareils digitaux de santé ou des services de santé digitaux, bien entendu, il y a des problèmes aussi d'avoir accès à des données de qualité pour pouvoir valider les produits développés. Et ça limite bien entendu aussi la recherche, l'innovation qui se base de plus en plus sur les données de santé fiables et avec ayant un pool de données de santé qui soit le plus large possible. Le projet de règlement, là, c'est vraiment essayer d'uniformiser au niveau européen les règles, les standards, les pratiques, les infrastructures, la gouvernance pour pouvoir faciliter l'utilisation et le flux de données de santé numérique au sein de l'espace économique européen. Pour la recherche, pour les soins de santé, pour l'innovation, pour les politiques publiques dans ce domaine. Donc, ça permet aussi, comme je l'ai déjà dit et comme plusieurs d'autres personnes l'ont déjà évoqué, ça permet de remettre en charge l'individu par rapport à l'accès et au contrôle de ses données personnelles. Ça permettrait aussi d'avoir donc un environnement euh, cohérent au niveau européen. Nous avons déjà des environnements au niveau national, la France l'a déjà fait,
la Finlande, l'Allemagne aussi ont développé leurs propres environnements nationaux. Mais si vous voulez faire des recherches au niveau transnational, ça veut dire que vous devez effectivement connaître chacun de ces environnements avec leurs particularités, leurs spécificités, leurs demandes différentes et variées. Et là, en ayant un système européen, ça permet effectivement d'avoir une meilleure visibilité et de favoriser ce type de recherche au niveau européen, notamment pour les maladies rares. Et enfin, ça permet, nous souhaitons aussi effectivement libérer les données de santé et avoir un vrai marché commun des données de santé pour pouvoir promouvoir le développement de solutions et de services de santé innovants dans ce domaine. Alors, bien entendu, l'EDS ou l'espace européen des données de santé, c'est le premier espace de données de santé qui va être publié, qui a été publié par la Commission européenne, mais il y en a d'autres qui vont sortir de terre sur l'agriculture, dans les finances, sur l'énergie, dans l'industrie, et donc ça fait partie vraiment euh, d'un tout un écosystème qui va être développé en temps et en heure. Et vraiment, vous avez des éléments, là, ce sont des éléments sectoriels, mais aussi vous avez des éléments horizontaux comme le Data Governance Act, le Data Act, qui vont effectivement permettre de mettre en place une certaine cohérence globale de toute l'utilisation et de la gestion de tous ces types de données. Alors, bien entendu, ça implique aussi aussi d'avoir la mise en œuvre d'infrastructures techniques pour ces espaces de données en prenant en compte notamment les aspects classiques, mais aussi les aspects spécifiques de chaque domaine de données, notamment dans le domaine de tout ce qui est cloud computing, high performance de systèmes informatiques de haute performance, tout ce qui est lié à l'intelligence artificielle et la mise en œuvre ce procédé dans les domaines de santé. Alors aussi, l'EDS s'intègre déjà dans un écosystème juridique qui est déjà bien fourni et il le complète, donc il n'est pas amené à remplacer ces différents éléments-là, mais à les compléter, à opérationnaliser certains éléments au niveau des données de santé. Nous pouvons bien entendu parler du RGPD, pardon, qui, bien entendu, est très connu. Je pense qu'il n'y a pas besoin de refaire le tout dessus. Vous avez le European Health Union, donc ça, effectivement, c'est aussi important. Le Data Governance Act, le Data Act dont j'ai déjà parlé. Vous avez les éléments sur la cybersécurité, sur l'intelligence artificielle et sur les régulations des instruments et des appareils médicaux. Alors, bien entendu, les intervenants précédents ont déjà parlé des bases légales, des différentes bases légales que nous pouvons utiliser. Et dans le cadre de l'EEDS, deux bases légales ont été utilisées, l'article 16 et l'article 114. Donc l'article 16, effectivement, c'est lié à tout ce qui est protection des données personnelles. Et effectivement, il est clair que l'EEDS va y avoir énormément de données personnelles qui vont être prises en compte et qui vont être utilisées dans ce cadre de cet écosystème de données de santé. Et vous avez l'article 114 qui est lié donc au fonctionnement du marché intérieur. Et bien entendu, un des objectifs principaux de ce projet de règlement, c'est de promouvoir le mouvement des données de santé et aussi donc par ricochet des biens et services qui sont développés grâce à ces données de santé. Alors, bien entendu, vous pourriez dire pourquoi on ne parle pas de l'article 168 TFUE. Donc, effectivement, c'est pas considéré comme, c'est pas utilisé comme base légale, mais bien entendu, ce projet de règlement va euh, donc respecter bien entendu les dispositions et les limitations de l'article 168 du TFUE. Il est intéressant aussi d'indiquer que ce projet de règlement s'applique non seulement aux données personnelles de santé, mais aussi aux données non personnelles de santé.
il y a certains articles dans lesquels que je vais revenir qui s'appliquent aux données non personnelles. Donc, grosso modo, pour avoir juste une vision d'ensemble, l'objectif, c'est comme je l'ai indiqué, c'est l'utilisation effective opérationnelle des données de santé au niveau européen. Il y a deux volets intéressants. Donc, il y a un volet concernant l'utilisation primaire des données et l'utilisation secondaire ou la réutilisation des données de santé. L'utilisation primaire dans le cadre des soins de santé. Différents intervenants ont déjà parlé de MyHealth.eu et du développement de MyHealth.eu. Et donc, l'EDS va reprendre le travail qui a été fait et vraiment lui donner une autre impulsion, une dimension beaucoup plus importante, notamment en rendant ce MyHealth.eu obligatoire et pas simplement optionnel. Donc, ça va permettre notamment de donner plus de contrôle aux individus par rapport aux données et visualiser comment ces données sont utilisées. Ça va obliger une certaine standardisation et une certification des systèmes de santé informatisés. Il y aura aussi un système, une proposition de label volontaire pour l'application de bien-être, et enfin un système qui a déjà été un peu évoqué, mais là vraiment avec un peu plus de volonté concernant des formats européens pour des données de santé. Et pour tout cela, pour pouvoir avoir un marché européen dans ce domaine-là, pour pouvoir opérationnaliser les droits de protection de données pour les individus, pour pouvoir promouvoir les mouvements des personnes, parce qu'on s'est quand même rendu compte qu'avec le Covid-19 aussi, les gens doivent pouvoir voyager librement aussi avec leurs données de santé et pouvoir promouvoir le développement au niveau européen de biens et de services digitaux qui utilisent des données de santé de façon efficace. En termes de réutilisation des données, là, effectivement, il y aurait le développement d'un système qui s'appelle le Health Data at EU. Et donc là, effectivement, c'est via des Health Data Access Body, donc des organismes qui vont vérifier l'intérêt et contrôler l'utilisation de ces données pour leur réutilisation. Certaines possibilités de réutilisation vont être autorisées et d'autres vont être interdites. Vous aurez donc un système avec des permis de données dans un environnement sécurisé sans pouvoir transférer des données non personnelles, uniquement avec la possibilité de transférer des données anonymisées en dehors de cet environnement sécurisé. Ça permettrait donc de faciliter la recherche et de promouvoir des politiques de santé innovantes et rapidement. Comment on va pouvoir procéder à ça? Donc, effectivement, via des instruments juridiques, via une certaine gouvernance, via en promouvant une certaine qualité des données, en mettant en place une certaine infrastructure au niveau européen et en développant une certaine capacité pour digitaliser ces différents éléments. Alors, encore une fois, qu'est-ce que ça veut dire renforcer les droits des individus? Ça veut dire dans le domaine de l'accès, principalement dans le domaine des accès et pouvoir partager les données. Ça veut dire que les gens puissent pouvoir partager plus facilement avec leurs médecins ou avec d'autres médecins avec qui ils ont une relation occasionnelle, certaines données de santé, pouvoir revoir facilement quelles sont les erreurs qui pouvaient être rectifiées, pouvoir restreindre l'accès à certaines de leurs données, pouvoir savoir qui des professionnels de santé ont accédé aux données, et tout cela dans un format européen commun qui permet d'améliorer l'interopérabilité et aussi d'améliorer les transferts interfrontaliers de ces différentes données. Donc il y aura, comme j'ai déjà indiqué, des règles spécifiques concernant les systèmes de dossiers de soins informatisés. Il y aura des règles concernant l'utilisation secondaire des données de santé et il y a un système d'infrastructure obligatoire qui va être développé, MyHealth.eu et Health Data.eu. Je ne parlerai pas alors du premier chapitre qui est vraiment très basique et qui parle aussi des définitions, donc ça je pense qu'il n'y a pas vraiment lieu d'y retourner. Donc j'irai directement au chapitre 2 du projet de règlement et qui concerne les utilisations primaires des données électroniques. Donc là effectivement,
nous essayons de opérationnaliser les droits des individus pour compléter les droits qui sont déjà proposés par le RGPD, notamment en instituant un accès rapide, instantané aux données de santé et pouvoir vraiment faciliter cet accès. Il y a aussi un article concernant l'accès par les professionnels de santé aux données, données de santé des personnes. Nous avons identifié aussi des données de santé qui doivent être intégrées de manière prioritaire dans les espaces dans les systèmes de dossiers de santé informatisés ou numérisés. Et cela dans une optique assez graduelle, avec une application graduelle via l'article 72 que j'indiquerai plus tard. Donc, il y a l'introduction des formats électroniques d'échange de données. Il y a des obligations d'enregistrement et d'identification ainsi que de non-discrimination par rapport à la télémédecine. Il y a donc la mise en place de la Digital Health Authority qui va être là pour surveiller au niveau national ce qui se passe et aussi avec ses règles, ses tâches et comment on peut mettre une plainte auprès de cette autorité. Il y a donc la fameuse MyHealth.eu qui devient obligatoire et donc il y a des services supplémentaires sur MyHealth.eu qui inclut aussi la possible interopérabilité avec des pays tiers et des organisations internationales. Juste pour donner un exemple en fait de MyHealth.eu actuellement, donc MyHealth.eu, c'est quand même de nombreux pays et donc pour l'instant qui sont avec 10 pays membres, mais l'essentiel des pays membres a déclaré vouloir joindre MyHealth.eu d'ici 2025 et donc c'est un système qui petit à petit va se personnaliser rapidement. Alors, au niveau du chapitre 3, c'est vraiment concerne les fameux systèmes de dossiers de santé informatisés ou numérisés, et ainsi que les applications de santé, de bien-être qui peuvent exister. Donc là, pour les systèmes de dossiers de santé informatisés, il y aura une obligation d'autocertification qui va être mise en œuvre ainsi que pour les donc de mise en œuvre d'auto-certification qui sera mise en œuvre. Il y a une obligation, bien entendu, vis-à-vis de cette obligation, il y a des obligations qui vont en découler par rapport aux opérateurs économiques, par rapport à la conformité par rapport de ces systèmes-là, par rapport à la surveillance des marchés, des marchés par rapport à ce système. Donc, c'est les articles 17 à 30 qui permettent de mettre en œuvre au niveau juridique ces obligations et de la surveillance pour être sûr que ce soit bien appliqué. Enfin, vous avez effectivement un système de label volontaire pour les applications de bien-être. Finalement, vous avez la création d'une base de données pour recenser l'intégralité de ces systèmes certifiés et de ces applications qui sont labellisées. Au niveau du chapitre 4, vous avez donc l'utilisation secondaire des données de santé. Là, vous avez un minimum de données de santé qui vont être définies comme étant pouvant être partagées au niveau de la réutilisation. Pour certaines applications, notamment des applications réglementaires, la recherche, l'innovation, l'entraînement des algorithmes d'intelligence artificielle, etc., etc. Il y a certaines possibilités qui sont clairement interdites. Ces possibilités, notamment, sont inspirées notamment des interdictions qui existent déjà en droit français, en droit national français. Donc, on peut parler de la publicité commerciale, l'augmentation des primes d'assurance, le développement de produits dangereux. Donc, vous avez bien entendu un article concernant le Health Data Access Body, comment ça peut être créé, donc avec beaucoup de flexibilité sur la possibilité de créer ce type d'agence ou d'organisme, avec bien entendu aussi les tâches, les obligations qu'il peut y avoir sur ce type d'organisme, aussi pour les détenteurs de données, ainsi que pour les utilisateurs de données. Enfin, il ne faut pas oublier qu'il y a l'implémentation aussi du principe de data altruisme qui a été développé dans le
DGA et dans le domaine de des données de santé, ainsi que quelques obligations supplémentaires pour les détenteurs de données. Plus de tout cela, vous avez bien entendu, il faut encore mieux structurer tous ces éléments-là. Donc, il y a un article concernant les frais qui peuvent être demandés et qui, par rapport à tous ces services qui sont proposés par les Health Data Access Body et les détenteurs de données. Et cet article est basé sur le Data Governance Act. Vous avez des pénalités qui peuvent être appliquées par les Health Data Access Body. Vous avez des conditions et des requis, des prérequis sur le Data Permit, sur aussi les Data Requests, comment on peut mettre en place l'environnement de traitement de données sécurisé. Donc, vous avez quand même pas mal d'éléments là-dessus, notamment sur la data minimization, la minimisation de données, comment on peut accéder aux données, que doit contenir le formulaire de demande d'accès, etc., etc. Vous avez le développement donc d'une nouvelle, nouvelle infrastructure décentralisée qui est l'introduction du fameux Health Data ATU. Enfin, vous avez des éléments concernant les aspects transfrontaliers du transfert des données et des reconnaissances mutuelles de ces différents éléments. Et aussi par rapport pour aider les chercheurs ou les personnes qui recherchent les data users qui recherchent les données, vous avez quelques éléments concernant les descriptions des datasets qui sont disponibles, leur qualité et l'établissement d'un catalogue au niveau européen de ces différentes données afin de pouvoir faciliter les demandes pour pouvoir connaître qu'est-ce que vous pouvez demander et à qui vous pouvez le demander. Donc, pour avoir un peu une idée de à quoi ça pourrait correspondre, un peu l'idée de la structure de ce que ça pourrait correspondre, vous avez des services essentiels qui seront structurés, qui permettent effectivement, notamment, le dialogue transfrontalier et les flux transfrontaliers de données de santé. Vous avez donc un Health Data Access Body qui vont faire partie de ce système. Vous pouvez avoir aussi les agences européennes qui sont, ou aussi que les organismes européens qui travaillent dans ce domaine qui seront intégrés dans ce système. Et les Health Data Access Body vont gérer les environnements sécurisés de données. Vous avez donc les utilisateurs de données qui vont faire des demandes et vous avez donc un dialogue avec aussi les détenteurs de données qui vont fournir au Real Data Access Body les données et les data users qui vont les exploiter dans les environnements sécurisés. Il n'y a pas de transfert de données directement des data holders aux data users. Donc, en additionnant, il y a encore en chapitre 5, encore différents éléments. Donc, il y a un article concernant la mise en œuvre de l'augmentation des capacités dans ce domaine. Aussi, tout ce qui concerne les marchés publics et le financement par l'Union vis-à-vis de l'IDS. Vous avez donc, ce que j'ai parlé au début en ce qui concerne les données non personnelles, un article sur les transferts à des pays tiers, ainsi qu'un autre article concernant les données, les transferts, les accès et les transferts internationaux des données personnelles et non personnelles via le IIDS. Enfin, vous avez bien entendu une gouvernance. Comme déjà mentionné, vous avez le e-health network qui est actuellement volontaire et qui fonctionne bien, mais qui a quand même certaines limitations. Donc là, le IIDS est amené à abroger l'article 14 de la directive 2011-24 et donc de proposer nouvelle structure qui s'appelle le European Health Data Space Board, où les différents intervenants vont se coordonner pour faciliter la coopération des différents États membres pour développer des best practices dans le domaine de l'espace européen des données de santé. Bien entendu, il y aura aussi de la comitologie qui va être mise en place, notamment pour tout ce qui est les actes délégués et les actes d'exécution. Et donc là, c'est assez classique avec la constitution de groupes d'experts pour pouvoir développer les différents actes supplémentaires
pour opérationnaliser toute cette infrastructure et tous ces éléments qui sont déjà désignés. Vous avez aussi la création d'un Joint Controllership Group qui permettra, lui, de gérer les infrastructures digitales transfrontalières pour les deux éléments primaires et secondaires. Enfin, le chapitre 8, donc assez classique encore, il y a des provisions sur les pénalités. De manière assez classique, après 7 ans, il y aura une évaluation par la commission de la mise en œuvre du règlement. Toutefois, il est intéressant de noter qu'après 5 ans, il y aura une évaluation spécifique du système de self-certification, des systèmes de dossiers de santé numérisés. Enfin, nous avons le système quand est-ce que ça va être la mise en œuvre du règlement. Donc, il se mettra en œuvre à partir d'1 an après l'adoption. Toutefois, pour certains éléments concernant l'utilisation primaire des données de santé, il y a une certaine graduation dans cette mise en œuvre après 1 an, et aussi pour les résumés de patients et pour les e-prescriptions, et de 3 ans pour les images ainsi que pour les données de laboratoire. Il est à noter, bien entendu, que, comme j'ai déjà indiqué, tous les États membres ainsi que la Norvège et l'Islande se sont déjà engagés à être connectés d'ici 2025. Donc voilà, je vous remercie